Bonjour à tous, bienvenue. Donc je vais faire la correction du cours de statique donc, que vous avez réalisé à l'aide de liens sur le site Céligne. Et ben donc c'est parti. Donc le point fondamental en statique, c'est la notion de force. Donc c'est un concept un peu bizarre parce qu'il nous est familier, c'est un mot qu'on emploie souvent, mais nous, on va vraiment l'utiliser dans un sens très particulier, qui est le sens de ce que vous avez dû voir aussi en maths sciences, qui est une flèche. Donc on a une flèche qu'on peut appeler aussi un vecteur, voilà, mais ça a vraiment les caractéristiques d'une flèche, à savoir une flèche, c'est dessiné à un endroit particulier, il y a une direction, et puis il y a un sens, et puis ça fait aussi une certaine taille, une flèche. Alors, précision importante, il faut bien faire la différence entre la direction, voilà, ça peut être une direction comme ça, et le sens. Donc ça, c'est la direction qui comprend deux sens. Vous pouvez soit aller dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. Et voilà, il faut, pour les vecteurs, pour ce cours de méca, la direction va représenter vraiment une ligne, une droite, tandis que le sens va définir vers où on va. Voilà. Ça, ça s'oppose au langage qu'on utilise tout le temps. Et vraiment, il faut être attentif à ça. Donc, on a les caractéristiques d'une force qui sont les caractéristiques d'une flèche ou d'un vecteur, que sont donc la direction, le sens, le point d'application, et l'intensité, la longueur de la flèche. Et en ce qui concerne les forces, l'intensité se mesure en newton. Voilà. Voilà, c'est l'unité de base des forces. Donc concernant la question qui vous était posée, on vous demandait de représenter la force exercée par la masse sur le ressort. Donc une force exercée par la masse sur le ressort qui est là, la masse est là, le ressort est là. Forcément, ça s'applique. Le point d'application, c'est le point de contact entre la masse et le ressort. Donc soit on définit que c'est là, soit on définit que c'est au-dessus. Et on va regarder à partir de là comment est-ce que la masse va tirer sur le ressort. Alors on peut penser que que le bas de notre expérience est vers le bas de la feuille, et donc la masse a envie de tomber vers le bas de la feuille, donc elle tire le ressort vers le bas. Voilà. On ne peut pas définir l'intensité, parce qu'on ne connaît pas la valeur de la masse, mais on peut quand même dessiner la flèche. Donc voilà pour cette première notion. Donc retenez bien, si on veut connaître une force, il faut connaître ces quatre caractéristiques-là. Voilà. Une autre notion qui va être très importante en statique, c'est la notion de moment de force, et on va pas mal bosser dessus finalement. Là, j'ai réfléchi pendant le confinement, ça va être assez pratique finalement de bosser là-dessus plutôt que de faire le cours plus classique. Donc je vais vraiment beaucoup m'appuyer sur cette notion. Donc si vous ne l'avez pas compris à la suite de l'explication et de ce que vous avez pu voir sur Internet, là, n'hésitez pas à me demander, de plus d'explications. Alors, la notion de force, elle va être utile chaque fois qu'on veut faire tourner un objet. Quand je veux faire tourner un objet, je vais me décaler de l'axe de rotation. Donc dans notre cas, l'axe de rotation de l'écrou, il a envie de tourner, enfin on veut le faire tourner autour de la vis, ici, en A. Et ce qu'on va faire pour le faire tourner, c'est qu'on va décaler notre force d'une certaine valeur. Et en décalant notre force, on va provoquer une rotation de notre objet. Voilà. Vous avez tous été déjà confrontés au cas suivant, c'est-à-dire votre écrou, malgré la force décalée, il veut pas tourner, il est grippé ou il est bloqué, et vous avez plusieurs solutions à votre possible. La première, c'est tout simplement d'essayer d'appuyer plus fort. Si on augmente la force ici, on a des chances de réussir à faire tourner l'écrou. Donc ça va être
première solution, augmenter la force. Ça peut marcher. Alors, soit vous forcez plus avec votre bras, ou voilà, soit vous pouvez aussi donner des coups de marteau. Si vous donnez des coups de marteau, ça fait que vous allez, pendant un temps très bref, avoir une force qui sera beaucoup plus grande. Donc même si globalement, ça va pas être de l'énergie supplémentaire par rapport à forcer de la même manière pendant 5 minutes, eh ben, le fait de très temporairement augmenter la force, ça peut débloquer votre écrou. Et la deuxième solution, c'est de rajouter, d'allonger votre clé, là, en mettant par exemple une clé à pipe ou une clé à œil, qui permet de venir décaler votre force par là, par exemple. Et en faisant ça, effectivement, en augmentant ce décalage, eh ben, on a la possibilité de venir desserrer notre écrou. Donc, deuxième solution, on augmente D. Bon, ben voilà. On voit que avec ces deux solutions-là, eh ben, on comprend ce que c'est qu'un moment de force. Moment de force, c'est vraiment la capacité qu'a une force à faire tourner un objet. Et ça dépend, ça, de la force et du décalage. Et donc, ici, dans notre situation, cette formule, je la lis comme ça. Le moment créé autour de l'axe A, donc le M majuscule pour dire que c'est un moment. L'axe A, il est en dessous. Donc, c'est l'axe de rotation de la force F, qui est ici. C'est égal à la force F, mais là, on a des petites barres, je vais revenir juste après. Donc on a la force F multipliée par le décalage. Donc le décalage, c'est en mètres. Le décalage en mètres. La force, donc nous, dans la calculatrice, on va avoir du mal à faire rentrer la direction, le sens et le point d'application. Ça rentre pas dans une calculatrice, tout ça. Donc en fait, on va prendre que les newtons pour faire rentrer dans la calculatrice, pour faire la multiplication. Donc la force est en newtons, et on va multiplier les deux, et le résultat ici, ce sera des newtons multipliés par des mètres, des newtons-mètres. Voilà, c'est des choses que vous connaissez déjà quand vous servez d'une clé dynanométrique. Voilà. Donc, alors, pour dire que au départ, on a une force, F, qui a une direction, un sens, etc., et que on va utiliser, nous, que les newtons, et ben, c'est justement ces deux barres de chaque côté qui veut dire que on va prendre que la norme, que l'intensité de ce vecteur. Voilà ce que ça veut dire, les deux barres qui sont là. Mais donc, très basiquement, un moment de force, c'est une force multipliée par un décalage. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on va vraiment beaucoup développer dans les exercices qui vont venir. Alors, on va faire maintenant la deuxième partie du cours. Ça va certainement aller un peu plus vite. Donc, les différentes forces d'action mécanique. On a des actions à distance. On a les aimants. Voilà, ça marche à distance. On va pas du tout rentrer dans les détails, mais ça provoque quand même, les aimants provoquent des efforts, des forces. Voilà, donc ça figure dans le cours. Mais nous, on va pas trop s'en occuper. On a des choses qu'on va plus souvent rencontrer, qui est le poids. Donc, quand on a une masse, qui est avec une certaine quantité de matière en kilogrammes, cette masse, quand elle est à la surface de la Terre, elle est attirée, elle a envie de tomber vers le centre de la Terre. Et cette attirance, c'est une force qu'on appelle le poids. Alors là encore, on a un petit souci de vocabulaire, parce que dans le langage courant, ça ne nous gêne pas du tout de dire qu'on pèse 70 kg, alors qu'en fait, c'est pas ce qu'il faudrait dire au sens scientifique ou mécanique du... Voilà. Il faudrait dire qu'on a une masse de 70 kg et que ça représente un poids de 700 newtons à peu près. Donc une masse de 70 kg va être attirée vers le centre de la Terre avec une intensité de 700 newtons. Donc ici, on a le poids en newtons, on a la masse en kilos, je mets juste les unités, hein. Et on a une constante de gravité qui vaut 9,8, 9,81, et souvent en fait, on va vraiment l'arrondir à 10 pour pas s'embêter dans les calculs.
Voilà, si on a 70 kg, eh ben, ça fait 70 fois 10, ça fait 700 newtons. Voilà, comme ça, c'est un arrondi qui est pas si scandaleux que ça, et ça permet vraiment de fluidifier les calculs. Voilà. Alors ensuite, on a dans les systèmes mécaniques, c'est très souvent le cas, on a des actions de contact, des forces de contact. Quand on a deux pièces qui se touchent, eh ben, potentiellement elles échangent des efforts. Et donc là par exemple, on a un objet 1, un galet 2, et ben l'objet 1 peut-être qu'il appuie sur l'objet 2. Voilà, donc on a différentes, en fonction des surfaces, on peut caractériser des surfaces en contact, on peut caractériser un peu les efforts. Ça peut nous aider à dire comment sont les efforts, notamment du point de vue de la direction, etc. Voilà. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais voilà, vous avez des points, comme pour les liaisons en fait, vous avez des points de contact. C'est par là que vont s'échanger les forces. Vous avez des lignes de contact. Dans ce cas-là, on va avoir des forces linéiques. Et vous avez des surfaces de contact. Et dans ce cas-là, on va avoir des forces surfaciques qu'on va appeler des pressions. Voilà. Alors, à présent, la troisième partie du cours. On a une formule qu'on va très très souvent utiliser, c'est la formule que vous avez peut-être déjà rencontrée en maintenance, c'est ce que vous avez dans les vérins principalement, ou dans les vérins, quand vous avez une pression qui alimente un vérin, donc la pression remplit une chambre, et cette pression ça fait que vous avez à l'intérieur un liquide ou un gaz qui a envie de sortir, qui a envie de s'échapper de partout, sur les côtés, vers l'arrière, mais notamment du côté du piston. Et c'est ce truc-là qui va nous intéresser, c'est-à-dire que la pression que vous avez ici va pousser chaque centimètre carré du piston, et chaque centimètre carré de piston soumis à la pression va provoquer une petite force. Et toutes ces forces accumulées là sur chaque centimètre carré du piston, si on les ajoute entre elles, on obtient un effort global de la pression de la chambre là sous pression sur le piston. Voilà. Cette formule, elle peut aussi s'écrire d'une autre façon, c'est-à-dire on peut l'écrire aussi P égale F sur S. Ça nous explique un peu ce que c'est qu'une pression. Une pression, c'est une force répartie sur une surface. Voilà, c'est un peu, si vous voulez, c'est un peu ce que j'ai mis ici sur la photo ici. Vous avez quelqu'un qui est sur des raquettes sur la neige. Vous savez, vous avez déjà fait l'expérience, je pense. Quand vous marchez avec des pieds, des chaussures normales dans la neige, vous vous enfoncez dans la neige. En fait, la neige réagit non pas à votre effort, à votre poids, réagit à la pression que vous appliquez sur la surface de la neige. Et donc, si vous avez un certain poids qui s'exerce sur la surface de la chaussure, ça exerce une certaine pression, et cette pression, généralement, elle est au-dessus, elle est supérieure à la pression de résistance de la neige. C'est pour ça que vous la comprimez, que vous l'enfoncez. Et maintenant, si vous augmentez la surface, ici, vous voyez que si vous passez par exemple de 1 à 10, votre pression, elle va être divisée par 10. Donc, vous allez avoir une pression sur la neige qui va être plus petite, et du coup, vous allez moins la comprimer, voire pas la comprimer du tout. Voilà. Alors, au niveau des unités, il y a deux formules possibles, mais nous, dans l'industrie, on va en retenir qu'une. C'est des décanewtons. Alors, c'est 1 décanewton. Un décanewton, c'est 10 newtons. Voilà. Donc, par rapport à l'expression tout à l'heure du poids, 1 décanewton, ça fait l'équivalent sur Terre de 1 kg. Vous avez ici 1 cm². Et si vous pesez 1 décanewton sur 1 cm², c'est-à-dire grosso modo, si vous pesez 1 kg sur votre ongle de pouce, ça correspond à la pression ici qu'on définit comme 1 bar. Donc la force, vous pouvez écrire en bar, en décanewton, la pression en bar,
et la surface en centimètres carrés. Voilà, c'est vraiment les unités qu'il faut utiliser dans l'industrie, parce que les bars, vous les retrouvez à chaque fois qu'il y a une pression, c'est en bar dans l'industrie. Voilà. Donc, ensuite, on a une autre action de contact. Cette action de contact, c'est l'effort développé par un ressort quand il est comprimé ou étiré. Ça marche de la même manière. Alors, on a un ressort qui a une longueur de base, qui a une longueur ensuite L qui aura changé par rapport à sa longueur au repos. Et la différence des deux, on appelle ça delta, comme en maths. Delta L, voilà, le symbole pour dire qu'il y a une différence. Et voilà. Alors, ce ressort, il a des caractéristiques, vous voyez, le diamètre de la spire, le nombre de spires, la longueur, éventuellement le diamètre comme ça, là, et le matériau aussi. Et ça va définir ce qu'on appelle la raideur d'un ressort, qui est noté K. Raideur. Cette raideur, elle est exprimée en newton par centimètre. Et une fois que vous la connaissez, pour un ressort, ce ressort, il va jamais changer de raideur. Donc voilà. Et par contre, dès que vous changez cette raideur est caractéristique de chaque ressort. Voilà comment on va dire les choses. Et l'effort ici qu'on obtient quand on comprime un ressort ou quand on l'étend ou quand on l'étire par rapport à sa dimension d'origine, cette formule, c'est la force du ressort qui est égale à K, la raideur, multiplié par delta L. Et donc vous avez les unités. K, c'est en newton par centimètre. Delta L, c'est en centimètres. Et puis l'effort, il reste les newtons. Voilà. Voilà. Ensuite, la dernière partie, donc avec un dernier petit coup de cours et puis surtout des exos. Alors, c'est ici, là, vous voyez que si le bonhomme c'est 1 et la neige c'est 2, vous avez le bonhomme qui appuie sur la neige, ici, comme ça. Et puis, par contre, si vous observez que ça bouge pas, ça veut dire que la neige, elle appuie sur le bonhomme, elle réagit. Elle est suffisamment dure pour porter le bonhomme. Et donc, ça fait... Alors, on voit rien du tout, je suis désolé, je vais peut-être y arriver. Ou alors, je vais décaler les forces ici. Donc, vous avez un effort vers le bas, c'est de 1 vers 2. Et vous avez un autre effort qui est de 2 vers 1. Voilà. Alors on va peut-être mettre une lettre, on va appeler ça A, et donc c'est A1 sur 2 et A2 sur 1, voilà, les deux efforts. Et donc les actions mutuelles, ce principe-là nous dit que ces deux efforts sont égaux et opposés. Voilà, ils font la même intensité, et par contre, ils ont le sens opposé. Voilà ce que ça nous dit. Voilà. Allez, je passe aux exercices. Donc, il faut calculer le poids d'une masse de 32 kg. Et on fait P est égal à M fois G est égal à 32 fois 10. Et ça fait 320 newtons. On aurait pu dire dès le début que c'était 32 décanewtons. Voilà. Ensuite, on a le cas d'un Velux. Donc, on retrouve les 32 kg. Donc il faut suspendre une masse de 32 kg à 70 cm du pivot pour ouvrir cette fenêtre, pour la faire bouger. Donc ça veut dire qu'on a un moment de force, alors moment de P, alors j'avais oublié de mettre le pivot, on va le mettre là, ça veut dire que c'est O, c'est égal à P fois D, c'est égal à 320 fois 0,7. Et ça nous donne 224
Newton-mètre. Voilà, donc si on veut éventuellement motoriser cette fenêtre de toit, il faudra prendre soin d'avoir un moteur qui soit capable de fournir, un motoréducteur qui soit capable de fournir ce couple-là, au moins. Voilà. Alors, exercice sur le vérin. On a un vérin qui a un diamètre de piston 12 mm et 25 bars. Donc l'effort F est égal à P fois S est égal à 25 fois... Alors, c'est là qu'il faut être un peu malin. Il ne faut pas se tromper. On a une section qui est circulaire avec un diamètre de 12 mm. Et donc la surface, c'est pi fois r au carré. Donc ça fait pi fois 0,6. Alors moi je trouve... il faut mettre ça en centimètres, donc ça fait 1,2, donc ça fait le rayon, ça fait 0,6, oui. Carré. Donc ça fait, si je me suis pas trompé, 28,26 newtons. Voilà. Ensuite, déterminer la pression pour obtenir une poussée de 600 décanewtons. Alors là, j'ai mal jaugé avec un vérin de diamètre 8 mm. Et bien c'est parti. Alors P est égal à... On va trouver un nombre complètement délirant. Donc 600 sous... Non mais là c'est des décanewtons, pardon. J'ai des bars, j'ai des centimètres carrés, donc j'ai des décanewtons, ouais. Donc 600 divisé par P est égal à F sur S, et donc S, ça fait pi fois 0,4 au carré. Donc ça fait 1200 bars. Je sais pas si ça existe dans les circuits classiques, 1200 bars. J'ai déjà vu 700 bars, mais 1200, ça me dit rien. Calculer l'allongement d'un ressort de raideur 17 newtons par centimètre sous un effort de 150 newtons. Donc là, on a la formule ici. F est égal à K fois delta L. Et nous, ce qu'on cherche, c'est l'allongement. Donc, il faut se débarrasser du K, le faire passer de l'autre côté. Donc, on a delta L qui est égal à F divisé par K. Et donc, ça nous donne 150 newtons divisé par 17. On est bien dans les bonnes unités. Donc 150 divisé par 17, et bien ça nous donne 8,8 cm. Voilà, merci bien, à la prochaine.